La moitié de ta maison à 2 millions d'euros m'appartient. Ce furent les premiers mots que ma sœur m'a adressés, moins de 24 heures après les funérailles militaires de mon mari. Elle se tenant sur mon porche, un paquet de papiers à la main. Mes parents se tenaient à ses côtés. Pendant un instant, j'ai sincèrement cru que le chagrin avait altéré mon oui, car personne, assurément, ne prononcerait de telles paroles le lendemain d'un enterrement, encore moins après celui de Robert, et encore moins s'il s'agissait de la famille. Mais Karen ne plaisantait pas. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Mon fils est l'enfant de ton mari, a-t-elle affirmé, et j'en ai la preuve. Puis, elle a brandi sa liasse de documents. Mon père a baissé les yeux. Ma mère a croisé fermement les bras sur sa poitrine, et j'ai soudain compris qu'ils savaient déjà, tous les deux, pourquoi elle était là. J'ai regardé les papiers, puis ma sœur, et j'ai esquissé un sourire. Intéressant. Ce fut tout ce que je dis. Car il y a des moments, dans la vie, où le choc est si brutal que la colère ne vient pas immédiatement. Le soleil du matin était chaud. Les oiseaux chantaient. Le drapeau américain, que l'on m'avait remis lors des obsèques de Robert, reposait encore sur la table de l'entrée. Rien dans le monde qui m'entourait ne semblait différent. Pourtant, d'une certaine manière, tout avait changé. Je m'appelle Linda Parker. J'ai 67 ans. Jusqu'à la veille, j'étais l'épouse du colonel Robert Parker, et ce, depuis 43 ans. Désormais, j'étais veuve. Les funérailles s'étaient déroulées dans un cimetière militaire, près de Raleigh, en Caroline du Nord. Des centaines de personnes étaient présentes, d'anciens soldats, des voisins, des fidèles de la paroisse, des vétérans coiffés de casquettes militaires délavées, ainsi que des hommes et des femmes que Robert avait formés des décennies auparavant. Certains avaient roulé des heures durant, simplement pour lui rendre un dernier hommage. Mon mari n'était pas célèbre. Il n'était pas riche non plus, mais il était respecté. Pour les personnes de la génération de Robert, le respect valait bien plus que la gloire ou l'argent. J'entends encore le clairon sonner aux morts. Je vois encore la garde d'honneur plier le drapeau. Je ressens encore l'absence de Robert à mes côtés. 43 ans, c'est-à-dire presque toute ma vie d'adulte, balayée. À mon retour à la maison, après les funérailles, j'étais complètement épuisé. Des amis de l'église avaient apporté des plats chauds. Des voisins étaient passés. Les gens m'appelaient, priaient, pleuraient. Finalement, tout le monde est reparti. La maison est devenue silencieuse. Trop silencieuse. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Chaque pièce me rappelait Robert. Ses lunettes de lecture gisaient sur la table de nuit. Son mug à café préféré attendait encore près de l'évier. Ses photos militaires ornaient toujours le mur du couloir. Je me suis réveillé avant l'aube. Pendant quelques secondes, j'ai oublié qu'il n'était plus là. Puis, la réalité m'a rattrapé. Le silence me semblait plus lourd que tout ce que j'avais eu à porter jusqu'alors. J'ai préparé du café. Je me suis assise, seule, à la table de la cuisine. Finalement, j'ai décidé de prendre la voiture pour aller en ville. Non pas que j'eusse besoin de quoi que ce soit, mais je ne supportais plus de rester enfermé dans cette maison. À mon retour, moins d'une heure plus tard, j'ai aperçu un SUV familier garé dans mon allée. Celui de Karen. J'ai froncé les sourcils. Puis, j'ai remarqué la voiture de mes parents. En descendant de mon véhicule, je les ai vus, tous les trois attendaient sur mon Porsche. Karen avait l'air impatiente. Mon père semblait mal à l'aise. Ma mère paraissait résolue. Immédiatement, j'ai senti que quelque chose clochait. Quelque chose de grave. J'ai gravi les marches lentement. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. Personne ne m'a présenté ses condoléances. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Personne n'a évoqué Robert. Karen s'est contentée de me tendre les feuillets. « Mon fils est l'enfant de ton mari. » Je l'ai dévisagée, interdite. « Quoi ?» Elle a répété la phrase calmement, avec aplomb, comme si elle l'avait répétée. « Mon fils est l'enfant de Robert. » Puis, elle a désigné la maison du doigt, ce qui signifie qu'il a droit à sa part de l'héritage. J'ai cru avoir mal entendu. Son fils, Dylan, avait 19 ans. C'était un garçon bien, calme et poli, qui ne ressemblait en rien à sa mère. J'ai regardé Karen, puis mes parents. Aucun d'eux ne paraissait surpris. Mon estomac s'est noué. Tu ne peux pas être sérieuse. Karen m'a aussitôt fourré les documents sous les yeux.
L'ADN ne ment pas. Puis, elle a souri. Ce n'était pas un sourire bienveillant. C'était un sourire de triomphe. C'est là que j'ai compris le pire, elle n'était pas venue chercher des réponses. Elle avait déjà décrété qu'elle avait gagné. Mon fils mérite ce qui lui revient. J'ai baissé les yeux vers les papiers. Les mots se brouillaient. J'étais trop sidéré pour me concentrer. Karen a alors sorti un autre papier, qu'elle m'a agité sous le nez. J'ai même trouvé une copie du testament de Robert. Ma mère a fini par prendre la parole. Linda, nous devrions peut-être en discuter calmement. En discuter calmement. Le lendemain matin des funérailles de mon mari. Ma propre mère voulait discuter du partage de la succession de mon époux. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mon père s'est éclairci la gorge. Si le garçon est le fils de Robert. Je n'ai pas écouté la suite. Quelque chose en moi s'est tout simplement éteint. Non pas par colère, mais par déception. À 67 ans, je m'imaginais que la trahison familiale ferait moins mal. Je me trompais. La douleur était tout aussi vive. Peut-être même pire. Car à cet âge, on s'attend à ce que les gens fassent preuve de décence. Karen continuait de parler. Héritage, droit, équité, ADN, avocat, argent. Les mots se mélangeaient dans ma tête. Soudain, je me suis souvenu d'un détail. 3 mois plus tôt. Robert était assis dans son bureau, devant une pile de documents, avec un air étrange sur le visage. S'il se passe quoi que ce soit d'inhabituel après mon départ, m'avait-il dit à voix basse, promets-moi de regarder dans le tiroir du bas. Sur le moment, j'avais pensé qu'il s'agissait de paperasse financière. Je n'avais pas posé de questions. À présent, ces mots me revenaient à l'esprit, avec une clarté limpide. Le tiroir du bas. J'ai regardé au-delà de Karen, au-delà de mes parents, et, franchissant la porte d'entrée, j'ai fixé le couloir menant au bureau de Robert. Pour la première fois depuis le début de cette discussion, je me suis senti calme. Profondément calme. Karen a pris mon silence pour de la soumission. Alors, a-t-elle demandé. J'ai souri. Intéressant. Elle a froncé les sourcils. C'est tout ce que tu trouves à dire? J'ai hoché la tête. C'est tout. Puis, je suis passé devant elle, devant mes parents, et je suis entré dans la maison. Derrière moi, j'entendais Karen m'appeler. Je l'ai ignoré. Mon cœur battait la chamade désormais. Non pas que je crusse à son histoire, mais parce que je venais de me rappeler ce que mon mari venait de me préparer. Je suis entré dans son bureau. La pièce était exactement telle qu'il l'avait laissée. Son fauteuil, ses livres, sa table de travail, tout était intact. Pendant un instant, je suis resté là, simplement, à regretter sa présence. Puis, j'ai ouvert le tiroir du bas. À l'intérieur, se trouvaient des dossiers classés avec une rigueur toute militaire. Des déclarations d'impôts, des titres de propriété, des contrats d'assurance, et, tout en dessous, une grande enveloppe Kraft scellée. Mon prénom y était inscrit, de la main de Robert. Linda, à n'ouvrir qu'en cas de nécessité. Je l'ai fixé. Dehors, j'entendais encore Karen pérorer, discuter d'héritage, et mes parents l'approuvaient. Bureau après bureau, tout s'alignait. Quelque chose me disait que mon mari avait anticipé la situation bien avant moi. Et le contenu de cette enveloppe allait bientôt tout changer. Pendant quelques secondes, je suis resté à contempler l'enveloppe. La pièce me semblait plus étroite. Dehors, la voix de Karen me parvenait par la porte restée ouverte. Elle parlait fort, sans doute à mon intention, évoquant des successions, des droits, des avocats, comme si mon mari n'était plus qu'une vulgaire opportunité financière, moins de 24 heures après sa mise en terre. Je me suis assise dans le fauteuil de Robert. Mes mains reposaient sur l'enveloppe. Son écriture était identique à celle de toujours, soignée, appliquée, rigoureuse. Une écriture militaire, forgée par des décennies de rapports administratifs et de documents officiels. Ma gorge s'est serrée un instant. Je ne pensais pas à Karen. Je pensais à lui. À notre rencontre. À la vie que nous avions bâtie ensemble. À tout ce que nous avions surmonté. 43 ans. Les gens demandent souvent quel est le secret pour faire durer un mariage aussi longtemps. Je ne crois pas qu'il y en ait un. Ce ne sont que des milliers de choix ordinaires, des milliers de jours où l'on choisit, encore et toujours,
la même personne. Robert et moi nous sommes rencontrés en 1979. J'avais 23 ans, j'étais secrétaire d'école. Lui était un jeune capitaine de l'armée, basé à Fort Bragg. Un ami commun nous a présentés lors d'un pique-nique paroissial. Il n'avait rien de tape à accent Graveleuil, il n'était pas charmeur au sens classique du terme, mais il savait écouter. Vraiment écouter. Quand je parlais, j'avais l'impression d'être la seule personne au monde. Cette qualité ne s'est jamais démentie. Pas une seule fois. Au fil des décennies, l'armée nous a déplacés aux quatre coins du pays, en Géorgie, au Kansas, en Virginie, au Texas, puis de retour en Caroline du Nord. Nous avons élevé des enfants, enterré nos parents, remboursé des emprunts, affronté la maladie, surmonté les déploiements militaires, enduré des mois de séparation, et traversé toutes les épreuves ordinaires que l'existence impose, pour en ressortir, à chaque fois, plus fort. Robert croyait en la préparation pour tout, les tempêtes, la retraite, les urgences médicales, les dépenses imprévues. Rien ne le mettait plus mal à l'aise que de laisser des questions en suspens. C'est ce qui expliquait pourquoi je tenais aujourd'hui cette enveloppe, préparée des mois avant sa disparition. J'ai brisé le sceau. À l'intérieur, se trouvaient plusieurs pièces. La première était une lettre manuscrite. Je l'ai dépliée avec précaution. La date inscrite en haut de la page m'a stupéfié, elle avait été rédigée près de 2 ans auparavant. 2 ans. Bien avant que la maladie de Robert ne s'aggrave. Bien avant que quiconque ne s'attende à sa mort. J'ai commencé à lire. Ma très chère Linda, si tu lis ces lignes, c'est que quelque chose s'est produit qui t'a obligé à ouvrir cette enveloppe. J'espère sincèrement que ce n'est pas le cas. Mais si tel est le cas, sache que tout ce qu'elle contient a été conçu pour te protéger. J'ai interrompu ma lecture. Mes yeux se sont remplis de larmes. Même après sa mort, Robert essayait encore de prendre soin de moi. J'ai essuyé mon visage, puis j'ai repris. Le ton de la lettre n'avait rien de théâtral ni de larmoyant. Elle ressemblait à Robert, calme, ordonné, direct. Plusieurs pages détaillaient l'emplacement des papiers importants, renseignements d'assurance, comptes bancaires, prestations de vétérans, contacts juridiques. Toutes ces questions pratiques dont il s'occupait toujours. Puis, je suis arrivé à un paragraphe qui m'a fait me redresser sur mon siège. Si Karen t'approche concernant des questions de paternité, d'héritage, ou de réclamation financière, contacte immédiatement l'avocat Michael Banton. Ne discute pas. Ne négocie rien. Ne signe aucun document. Tout le nécessaire a déjà été préparé. J'ai relu ce passage 3 fois. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Paternité, héritage, revendication financière. Pourquoi Robert mentionnait-il spécifiquement Karen? J'ai rapidement tourné la page. Une carte de visite est tombée sur mes genoux, Maître Michael Banton, avocat spécialisé en succession. Ce nom ne m'était pas inconnu. Robert m'en avait déjà parlé. Sous la carte, se trouvait une autre chemise cartonnée. Celle-ci portait la mention « confidentielle ». Je l'ai ouverte. À l'intérieur, s'empilaient des rapports d'enquête, des dizaines de pages, des photographies, des chronologies, des résumés d'entretien, des relevés bancaires. Plus ma lecture avançait, plus ma confusion grandissait. Le nom de Karen y revenait sans cesse. Celui de Dylan aussi. C'est alors que j'ai découvert une chose encore plus étrange, Robert avait engagé un détective privé près de 4 ans auparavant. 4 ans. Mon mari ne m'en avait jamais parlé. J'ai ressenti un bref pincement au cœur. Puis, je me suis rappelé qu'il devait y avoir une excellente explication. Robert ne dépensait jamais d'argent à la légère, et encore moins pour des enquêteurs privés. Les rapports détaillaient les incohérences dans les déclarations de Karen au fil des ans, des revendications fluctuantes, des dates discordantes, des versions contradictoires. L'enquêteur n'avait pas cherché le scandale, il s'était contenté de vérifier les faits. Le rapport final se concluait par une phrase surlignée en jaune, les affirmations ultérieures concernant la paternité du colonel Parker ne semblent étayées par aucune preuve tangible. J'ai fixé la page. Non étayée. Non prouvée. Non crédible. L'enquêteur avait conclu qu'il n'existait aucun fondement à l'histoire de Karen. Et pourtant, elle se tenait sur mon porche, affirmant détenir des certitudes, brandissant des preuves ADN, et réclamant la moitié de ma demeure. J'ai continué à feuilleter le dossier. Vers le fond, j'ai trouvé un autre pli scellé.
Il renfermait des actes juridiques, des documents de fiducie, des mesures de protection des biens, et des registres successoraux actualisés. Chaque pièce était dûment signée et certifiée par notaire. Robert avait modifié la quasi-totalité de ces dispositions, bien après la date de la copie du testament que Karen m'avait agité sous le nez. Cela signifiait une chose capitale, le document en sa possession était obsolète. Totalement obsolète. Soit elle l'ignorait, soit elle espérait que je n'en saurais rien. Soudain, les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Karen était arrivée pleine d'assurance. Trop d'assurance. Elle s'attendait à ce que je panique, à ce que je capitule, persuadée que j'accepterais sa version des faits sans broncher. Mais elle ne maîtrisait visiblement pas le dossier. J'ai entendu des pas à l'extérieur du bureau. Karen, encore elle. Linda. Je suis restée silencieuse. Un instant plus tard, elle est apparue dans l'encadrement de la porte. Pourquoi te caches-tu ici? Je lis. Elle a croisé les bras. Alors? Alors quoi? Tu me crois? Je l'ai regardée en face. Des années plus tôt, j'aurais reconnu les indices, l'impatience, la défensive, le désespoir dissimulé sous un masque d'aplomb. Mais le deuil m'avait aveuglé ces derniers temps. À présent, je les voyais distinctement. Je n'ai pas encore pris de décision. Sa mâchoire s'est contractée. Tu as vu les résultats d'ADN. J'y ai jeté un coup d'œil. Ils prouvent tout. Peut-être, peut-être pas, ai-je pensé, sans le dire à voix haute. À la place, j'ai replié la lettre de Robert et je l'ai remise dans l'enveloppe. Karen s'est approchée. Linda, Dylan mérite ce qui lui revient. Il y avait quelque chose d'intéressant dans cette formule. Elle répétait sans cesse que Dylan méritait quelque chose, mais jamais que Robert méritait de la reconnaissance. Jamais que la vérité méritait d'être établie. Il n'était question que d'argent, de propriété, d'héritage. Je le remarquais pour la première fois. Et une fois ce constat fait, je ne pouvais plus l'ignorer. Je vais tout examiner, ai-je dit. Quand? Bientôt? Je me suis levé. La conversation était close. Karen semblait déçue. Elle cherchait l'affrontement, elle voulait des larmes, de l'indignation. Au lieu de cela, elle s'est heurtée à de la patience. Cela l'a contrariée. Robert répétait souvent, à propos des négociations serrées, la première personne qui cède aux émotions a généralement déjà perdu. Karen était sous le coup de l'émotion. Pas moi. Plus maintenant. Une fois qu'elle eut enfin quitté le bureau, j'ai pris la carte de Maître Banton. Puis, j'ai décroché le téléphone. La secrétaire a répondu immédiatement. Lorsque je me suis présenté, sa voix s'est adoucie. Madame Parker, Monsieur Banton nous avait demandé d'attendre votre appel un jour ou l'autre. Un frisson m'a parcouru. Attendre mon appel. Non pas, si j'appelais, mais, pour le jour où j'appellerais. Comme si Robert avait tout planifié des années auparavant. Elle m'a fixé un rendez-vous pour le lendemain matin. J'ai raccroché lentement. Puis, j'ai regardé autour du bureau. La lumière de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre, faisant danser la poussière dans les rayons de soleil. Pour la première fois depuis les funérailles, j'ai ressenti quelque chose de plus fort que le chagrin. Ce n'était ni de la colère, ni un désir de vengeance, mais de la certitude. Robert avait pressenti ce que j'ignorais. Il s'était préparé à une situation que je ne comprenais pas encore. Et le lendemain, en rencontrant son avocat, j'avais le sentiment que j'allais enfin découvrir de quoi il retournait. Le lendemain matin, je me suis rendu au cabinet de Maître Michael Banton, avec l'enveloppe de Robert posée sur le siège passager. Le bâtiment se situait dans un parc d'activités calme, à l'extérieur de Raleigh. Rien d'ostentatoire, un complexe de bureaux en briques, aux arbustes soigneusement taillés, avec un petit drapeau américain près de l'entrée. Robert aurait approuvé. Il s'était toujours méfié des gens qui aimaient le paraître. Dès que j'ai franchi la porte, la secrétaire a immédiatement reconnu mon nom. Madame Parker, a-t-elle dit doucement, Monsieur Banton vous attend. Cette phrase me paraissait toujours aussi étrange. M'attendait? Comme si mon époux, par-delà le temps, avait lui-même programmé cette rencontre. Michael Banton s'est avéré être un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux poivre et sel et au regard serein. Le genre de juriste qui ressemblait davantage à un voisin de confiance qu'à un requin des prétoires. En me serrant la main, son expression s'est adoucie.
Je suis sincèrement désolé pour Robert. Merci. C'était un homme de bien. J'ai hoché la tête. La gorge nouée, j'ai senti mes larmes revenir. Même à cet instant, entendre parler de Robert au passé me déchirait le cœur. Nous nous sommes assis. J'ai posé l'enveloppe sur son bureau. Il y a jeté un coup d'œil. Ainsi, a-t-il dit doucement, Karen a fini par passer à l'action. Je l'ai dévisagé. Vous le saviez déjà. Son regard en disait long. Robert redoutait qu'elle ne le fasse. Mon estomac s'est contracté. Redouté au point d'engager des détectives. Redouté au point de tout organiser pour me mettre à l'abri. Durant l'heure qui a suivi, Michael m'a expliqué en détail les dispositions prises par Robert. Rien de tout cela n'était illégal, rien n'était spectaculaire. C'était simplement d'une minutie extrême, d'une minutie presque douloureuse. Des années plus tôt, Karen avait apparemment sollicité Robert en secret. D'abord par des allusions, puis par des insinuations. Enfin, elle avait affirmé de but en blanc que Dylan pouvait être le fils biologique de mon mari. L'accusation l'avait terrassé. Non pas qu'il y crût, mais en raison de la personne qui la formulait, ma propre sœur. Robert ne m'en avait jamais parlé. Non pas qu'il voulût me cacher des choses, mais il espérait que l'affaire s'éteindrait d'elle-même. À la place, il avait discrètement vérifié les faits. Devant les premières incohérences, il avait fait appel à des professionnels. Tout avait été documenté, consigné, examiné par des juristes. Au terme de ces investigations, il savait précisément où il en était. Et il avait pris toutes les mesures pour qu'aucune fausse déclaration ne vienne me menacer après sa disparition. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit, ai-je demandé. Michael s'est adossé. Parce qu'il savait ce que cela provoquerait dans vos relations avec votre famille. Cette réponse correspondait si bien à Robert, toujours soucieux de protéger les autres, même ceux qui ne le méritaient pas. L'avocat m'a remis un autre dossier, contenant les copies certifiées des pièces de l'affaire. Je l'ai ouvert avec soin. S'y trouvaient des actes notariés, des déclarations sous serment, des rapports d'experts, des procès-verbaux de traçabilité, le tout ordonné avec une précision de régiment. Robert avait paré à toute éventualité, chaque contestation, chaque accusation, chaque manipulation possible. Pour la première fois depuis l'apparition de Karen sur mon porche, j'ai cessé de m'inquiéter. Non pas que j'en connusse tous les détails, mais parce que je savais que Robert avait accompli le plus difficile. La vérité était protégée de manière légale, rigoureuse et définitive. Après ce rendez-vous, j'ai repris la route, me sentant plus légère que les jours précédents. Le chagrin m'accompagnait toujours, rien ne pouvait y remédier, mais la peur s'en était allée. Malheureusement, Karen n'en avait pas fini. Loin de là. Le premier signal s'est manifesté 3 jours plus tard. Mon téléphone s'est mis à sonner. Un vieux cousin de Virginie a appelé, puis un autre parent du Tennessee, et enfin une amie de la paroisse. Chaque échange suivait le même schéma, des salutations embarrassées, de longs silences, des questions posées avec d'infinies précautions. Finalement, on finissait par me demander, est-ce que cette histoire à propos du fils de Karen est vraie? Dès le 4e appel, j'ai compris la manœuvre. Karen racontait sa version à tout le monde. Non pas en secret, mais ouvertement. Elle propageait sa rumeur avant même que la réalité ne puisse la rattraper. Robert disait souvent, les rumeurs voyagent par l'autoroute, tandis que la vérité chemine à pied. Je comprenais enfin le sens de ces paroles. En l'espace d'une semaine, les chuchotements ont commencé. À l'église, au supermarché, lors des réunions de quartier. La plupart des gens restaient courtois, mais je décelais de la curiosité dans leurs regards. Certains croyaient Karen, d'autres non. La majorité se délectait simplement du scandale. C'est dans la nature humaine, surtout dans les petites villes. Un dimanche, après l'office, une femme que je côtoyais depuis 20 ans s'est approchée de moi. Elle a baissé le ton, « Linda, si jamais tu as besoin de parler. » La pitié dans ses yeux m'a presque brisé le cœur, car elle croyait déjà qu'il y avait un fond de vérité dans ses commérages. J'ai souri poliment, puis je suis rentré chez moi pour pleurer. Non pas à cause de Karen, mais parce que Robert n'était plus là. En temps normal, il aurait trouvé les mots justes, il aurait su me faire rire, et me rappeler que les médisances finissent toujours par s'éteindre d'elles-mêmes. Au lieu de cela, je me retrouvais seul dans notre cuisine, face à un silence immense. Quelques jours après, mes parents sont venus me voir.
Cette partie, il l'avait bien préparée. Ma mère s'est assise à la table de la salle à manger. Mon père fixait le jardin par la fenêtre. Aucun d'eux ne semblait à l'aise. Tant mieux. Il n'avait pas à l'être. Karen prétend que tu refuses de coopérer, a fini par lâcher ma mère. J'ai failli rire. Coopérer à quoi? À la situation. Il n'y a pas de situation. La mâchoire de mon père s'est contractée. Et si Dylan est le fils de Robert? Je l'ai interrompu, est-ce que l'un de vous deux a vu la moindre preuve sérieuse? Ils ont échangé un regard. Cela m'a suffi. Aucun d'eux n'avait rien vu. Ils croyaient simplement Karen parce qu'elle était la Benjamine, la fille fragile, celle qu'il fallait sans cesse secourir. Ce fonctionnement avait régi toute notre existence. Karen semait le désordre, et les autres nettoyaient. Karen commettait des fautes, et les autres lui trouvaient des excuses. Karen créait des problèmes, et la responsabilité en incombait à autrui. Pendant des décennies, je l'avais accepté. Désormais, je le voyais clairement. Et j'étais fatigué. Profondément fatigué. Après le départ de mes parents, le fossé entre nous m'a paru plus béant que jamais. La semaine suivante m'a réservé une autre surprise. 3 vétérans qui avaient servi sous les ordres de Robert sont passés à l'improviste. Des retraités aux cheveux gris, des hommes mûrs, courageux et sincères. Nous nous sommes installés sur le porche pour boire un thé glacé. Finalement, l'un d'eux a évoqué les bruits qui couraient. Je me suis préparé au pire. En revanche, il a souri. Bob répétait toujours, la vérité n'est jamais pressée. Les autres ont acquiescé. Il disait que la vérité finit toujours par éclater au moment voulu. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ri. Cela ressemblait tellement à Robert. Cette visite m'a rappelé une leçon essentielle. Tout le monde ne prêtait pas foi aux rumeurs. Tout le monde n'attendait pas ma chute. Certains se souvenaient de la droiture d'un homme. D'autres gardaient en mémoire des décennies de conduite irréprochable. Ces personnes la comptaient vraiment. Quelques jours plus tard, Maître Banton m'a appelé. Sa voix me semblait anormalement grave. « Linda, je voulais que vous la preniez par moi. » Mon estomac s'est noué. Qu'y a-t-il? Karen a officiellement déposé un recours en justice. J'ai fermé les yeux. Bien sûr. Les rumeurs, les pressions, les exigences. Tout convergeait vers ce point. Elle ne reculait pas. Elle portait le conflit devant les tribunaux. Le silence s'est installé au bout du fil. Finalement, j'ai posé la question qui me pesait, est-ce que je dois m'inquiéter? Maître Banton a répondu aussitôt, non. Son assurance m'a surprise. Mais vous devez vous préparer. Préparer. Ce mot, encore une fois. Ce concept autour duquel Robert avait articulé toute son existence. En raccrochant, j'ai contemplé le drapeau américain plié dans mon salon. Puis, j'ai regardé le portrait de Robert, placé juste à côté. Karen s'imaginait que ce combat portait sur de l'argent, sur des biens, sur une succession. Elle faisait fausse route. Complètement fausse route. Elle s'apprêtait à découvrir ce que mon époux savait mieux que personne, on ne déclare pas la guerre à un homme qui a passé 32 ans de sa vie à préparer des batailles. Le palais de justice trônait au centre de la ville, une bâtisse en briques rouges plus ancienne que la plupart des passants qui en franchissaient le seuil. Le matin de l'audience, je suis arrivé 20 minutes en avance. Robert estimait qu'être en retard témoignait d'un manque de respect. Même après sa mort, je l'entendais encore le répéter. L'air était frais. Le ciel était limpide. Malgré la tourmente des dernières semaines, je me sentais curieusement sereine. Non pas triomphante, ni joyeuse, juste sereine. Karen, en revanche, affichait une assurance insolente pour deux. En entrant dans le tribunal, sa démarche trahissait la certitude de la victoire. Mes parents marchaient dans son sillage. Les voir ainsi m'a blessé plus profondément que je ne l'aurais cru. J'aimerais pouvoir dire le contraire. J'aimerais que l'âge atténue la douleur de la trahison, mais il n'en est rien. À 67 ans, les blessures familiales sont tout aussi cuisantes qu'à 17 ans. Karen m'a aperçu aussitôt. Elle a souri. Ce n'était pas un sourire amical, c'était un sourire de victoire. Le même que sur mon Porsche. Le même que lorsqu'elle brandissait ses documents sous mes yeux. Dernière chance pour régler cela à l'amiable, a-t-elle lancé. Je me suis contenté de la fixer, non.
Son sourire s'est éteint. Très bien. Pour la première fois, une ombre d'incertitude est passée sur son visage. Une seconde seulement, puis elle s'est dissipée. Maître Banton est arrivé peu après, muni de plusieurs dossiers. Il m'a salué poliment, puis nous avons pénétré dans la salle d'audience. Ce n'était pas l'un de ces tribunaux spectaculaires que l'on voit à la télévision. Aucun éclat de voix, aucun témoin surprise surgissant au dernier moment, juste une petite salle de comté où des gens ordinaires réglaient des litiges ordinaires. Pourtant, cet endroit m'impressionnait bien plus qu'une fiction, car il s'agissait de la vie réelle, et la vie réelle entraîne de vraies conséquences. Karen s'est installée à une table avec son conseil. Je me tenais aux côtés de Banton. Mes parents ont pris place dans le public. Quelques curieux s'étaient installés sur les bancs du fond, les commérages de notre petite ville avaient manifestement porté leurs fruits. L'audience a commencé. L'avocat de Karen a pris la parole en premier. Il a exposé sa requête avec méthode. Selon ses arguments, Dylan était le fils biologique de Robert. Par conséquent, il estimait que le jeune homme avait des droits sur la succession. Le défenseur a évoqué des preuves d'ADN, des liens familiaux, des intérêts successoraux, et des notions d'équité financière. L'écouter était surréaliste. Il parlait de mon époux comme d'un problème de droit, et non comme d'un être humain, un vétéran décoré, un époux, un père, un homme que j'avais aimé pendant 43 ans. J'ai gardé le regard fixé devant moi, sans mot dire. Puis, Karen s'est avancée à la barre. Pendant près de 30 minutes, elle a réitéré son récit. Elle paraissait convaincante, extrêmement convaincante. Elle s'était visiblement exercée. Elle a parlé de sacrifices, d'épreuves, des difficultés d'une mère célibataire, d'occasions manquées, et de soucis d'argent. L'assistance l'écoutait avec attention. Par moments, j'ai vu des visages compatissants. Karen savait raconter des histoires. Elle avait toujours eu ce don. Est venu ensuite le test d'ADN, la pièce par laquelle tout avait commencé. Son avocat l'a brandi avec assurance. Ce document atteste du lien biologique. Karen a hoché la tête, sûre d'elle. Sur qu'elle touchait enfin au but. Maître Banton est resté assis, le visage de marbre. Cela aurait dû l'inquiéter, mais il n'en fut rien. Le juge a examiné le feuillet, a posé quelques questions, puis s'est tourné vers mon avocat. Votre réponse ? Banton s'est levé sans se presser. Un grand silence s'est fait dans la salle. Monsieur le juge, a-t-il commencé, avant d'aborder le rapport d'ADN qui vous est soumis, nous aimerions faire la lumière sur son origine. Les 40 minutes qui ont suivi ont tout fait basculer. Un fait après l'autre, un document après l'autre, une question après l'autre, l'assurance s'est peu à peu évaporée du visage de Karen. Le prétendu rapport d'ADN présentait des failles. De graves lacunes. Absence de validation officielle, absence de traçabilité, absence de certification indépendante, absence d'éléments d'authentification essentiels. Plus Banton développait ses arguments, plus le dossier de Karen s'effondrait. C'est alors qu'il a produit les pièces réunies par Robert, des actes certifiés, des justificatifs vérifiés, des analyses effectuées par des professionnels agréés. Tout était conservé dans les règles, juridiquement recevables, et préparé des années auparavant. L'avocat de Karen a multiplié les objections, toutes rejetées par le juge. Le contraste était saisissant, un camp avançait des suppositions, l'autre apportait des certitudes. Puis, l'enquêteur s'est présenté à la barre. Le détective même que Robert avait engagé des années plus tôt. Un homme discret, professionnel, fort d'une longue expérience. Il a témoigné avec calme, méthode, et sans phare. Précisément le profil de témoin auquel les magistrats se fient. Il a détaillé la chronologie des faits, les entretiens menés, les protocoles de vérification, et l'analyse des pièces. Chaque réponse consolidait la position de Robert, et sapait celle de Karen. Le tournant décisif s'est produit juste avant la suspension de la mi-journée. Banton a fourni les preuves de nombreuses contradictions dans les affirmations de Karen, des dates modifiées, des récits fluctuants, des déclarations en totale opposition avec ses propos antérieurs. L'ambiance dans la salle a changé du tout au tout. Les visages compatissants se sont détournés. Le juge lui-même s'est durci. Pour la toute première fois, Karen a paru terrifiée. Non pas anxieuse, mais bel et bien terrorisée. La vérité la rattrapait enfin. À la reprise de l'audience, l'issue ne faisait plus aucun doute. Pourtant, le moment le plus douloureux n'eut aucun rapport avec les pièces de procédure.
Il concernait Dylan. Jusqu'alors, il était resté silencieux au milieu du public. À 19 ans, perdu, honteux, pris en étau dans ce conflit, le pauvre garçon paraissait à bout de force. À un moment donné, une question du juge à mettre en lumière une énième contradiction. Karen a buté sur ces mots. Son explication ne tenait pas debout. Tout le monde s'en est rendu compte, y compris Dylan. J'ai observé son visage, j'ai vu la déception s'y peindre peu à peu. Il comprenait que sa mère avait menti. Il réalisait que tout ce qu'on lui avait raconté était faux. J'avais le cœur brisé pour lui. Rien de tout cela n'était de sa faute. Absolument rien. Il n'avait rien demandé, rien provoqué, n'avait rien à y gagner. Il était simplement pris au piège. En fin d'après-midi, le juge a rendu son délibéré. La demande a été rejetée en totalité. Aucun droit successoral, aucune prétention sur l'héritage ni sur la maison, aucun motif juridique pour engager d'autres poursuites. La sentence était sans appel, claire et définitive. Karen est restée prostrée. Son avocat semblait abattu. Mes parents étaient sidérés. Les spectateurs chuchotaient entre eux. Quant à moi, je ne ressentais absolument rien. Ni triomphe, ni soulagement, ni satisfaction. Seulement de la tristesse. Gagner ce procès ne me rendait pas Robert. Gagner ne rétablissait pas la confiance rompue. Gagner n'effaçait pas la trahison. Cela ne faisait qu'entériner ce que Robert savait déjà, la vérité. Tandis que l'assistance commençait à quitter les lieux, Karen est restée là, pétrifiée, face à son propre désastre. Mes parents se sont approchés d'elle avec hésitation. Aucun d'eux ne semblait trouver les mots, ni n'avait anticipé un tel revers. C'est alors que mon regard s'est posé sur Dylan. Il s'est levé sans un bruit, a jeté un œil à sa mère, puis au sol, avant de se diriger vers la sortie. Karen l'a appelé. Il ne s'est pas arrêté, ne s'est pas retourné, n'a pas dit un mot. Il a simplement continué son chemin. Cette scène m'a fait plus de mal que tout le reste de la journée. Non pas parce que Karen avait perdu, mais parce qu'un jeune homme venait de perdre toute confiance en la personne en qui il croyait le plus. Et ce genre de rupture change un être à tout jamais. À la sortie du tribunal, aucun journaliste ne nous attendait, aucune foule ne s'était amassée. Le monde continuait de tourner. Des voitures passaient, des gens allaient travailler, la vie reprenait son cours normal. Maître Banton m'a serré la main. C'est fini. J'ai acquiescé. Vraiment ? Il a marqué une hésitation, puis a souri tristement. Juridiquement, oui. J'ai vu Karen sortir à son tour quelques minutes après. Les épaules voûtées, dépouillée de son arrogance. Pour la première fois depuis des semaines, elle semblait minuscule, si vulnérable. En l'observant, j'ai éprouvé un sentiment inattendu, je ne souhaitais plus me venger. Je désirais simplement comprendre. Car, sous ce tissu de mensonges, se cachait la sœur que j'avais aimée autrefois. Pour la première fois depuis près de 2 mois, ma maison a retrouvé son calme. Non pas une atmosphère paisible, juste le calme. Les commérages s'étaient taris. La joute juridique avait pris fin. Le tribunal avait tranché, les preuves avaient parlé, et les prétentions de Karen s'étaient effondrées. En apparence, j'avais triomphé. Mais la victoire revêt une saveur étrange lorsque l'on est en deuil. Chaque matin, j'étendais la main vers l'autre côté du lit. Chaque après-midi, je me surprenais à guetter le bruit de la camionnette de Robert dans l'allée. Chaque soir, je tournais le regard vers son fauteuil de prédilection, avant de me rappeler qu'il resterait inoccupé pour toujours. Le procès m'avait servi de dérivatif, désormais, le vide m'apparaissait dans toute sa nudité. Seul subsistait le deuil. 3 semaines après le jugement, installé sur mon porche avec une tasse de café, j'ai relu la lettre de Robert. Je l'avais déjà parcourue une bonne 20aine de fois. À chaque lecture, d'autres phrases me marquaient. Ce matin-là, un paragraphe a retenu mon attention, ne permet pas au mensonge d'autrui de te transformer en une personne que tu ne reconnaîtrais plus. J'ai médité ces mots longuement. Puis, j'ai poursuivi ma lecture, la vérité se défend d'elle-même. Tu n'as pas besoin de broyer les autres une fois qu'elle a triomphé. C'était tout à fait Robert. Durant notre union, il n'avait jamais confondu la justice avec le ressentiment. Beaucoup font cette confusion, Robert, lui, s'y refusait. Il pensait que chacun devait répondre de ses actes, mais estimait aussi que l'amertume était une impasse.
J'ai replié la lettre et j'ai contemplé le jardin. Le chêne qu'il avait planté 20 ans auparavant oscillait doucement sous le vent. Je me suis surprise à m'interroger sur le sort de Karen. Non pas par intérêt pour sa défaite juridique, mais par souci de ce qui l'attendait désormais. Ce jour-là, j'ai obtenu une réponse inattendue, ma mère m'a appelé. Le timbre de sa voix m'a étonné. Nous ne nous étions pas parlé depuis le procès. Pas une seule fois. Linda. Oui. Un long silence a suivi. Puis, elle s'est mise à pleurer. Non pas de grands sanglots, mais des pleurs étouffés, lasses. De ces pleurs que versent les personnes âgées qui portent des regrets depuis trop longtemps. Nous avons commis une terrible erreur. J'ai fermé les yeux. Une part de moi voulait couper la communication. Une autre réclamait des excuses. Une autre encore cherchait des réponses. Au lieu de cela, je me suis contenté d'écouter. Ma mère m'a appris que Karen avait dû quitter sa maison de location. Ses difficultés financières s'étaient aggravées. Les frais de procédure avaient englouti la majeure partie de ses économies. Ses amitiés s'étaient évanouies, les personnes sur lesquelles elle comptait s'étaient volatilisées. La bienveillance dont elle bénéficiait au temps des rumeurs avait disparu dès que la vérité s'était fait jour. C'est souvent ainsi, les gens aiment le spectacle, mais se dispersent une fois le rideau tombé. Et Dylan, ai-je demandé. La voix de ma mère s'est brisée. Il ne va pas bien. Cette nouvelle m'a affecté plus que prévu, car, dans toute cette tourmente, Dylan était le seul à n'avoir rien mérité. À 19 ans, alors qu'il cherchait sa voie et tentait de bâtir son avenir, il se retrouvait accablé par un déshonneur public qu'il n'avait pas sollicité. Après cette conversation, j'ai passé le reste de la journée à réfléchir, à la famille, aux conséquences de nos actes, à Robert. Surtout à Robert. À la tombée de la nuit, j'ai compris ce qu'il aurait fait. Sans doute pas sur le champ, ni sans effort, mais il aurait fini par faire preuve de clémence. Non pas parce que les autres le méritaient, mais parce que le pardon en dit bien plus sur celui qui l'accorde que sur celui qui le reçoit. 2 jours après, je me suis rendu à l'appartement de Karen. La résidence se situait en périphérie de la ville. Un endroit modeste, sans recherche ni fioriture. Le genre de logement que l'on choisit lorsque l'on tente de repartir de zéro. Je suis resté de longues minutes dans ma voiture avant d'aller frapper à sa porte. Lorsqu'elle a ouvert, elle m'a paru plus vieille. Beaucoup plus vieille. Non pas physiquement, mais moralement. Son assurance s'était envolée. La femme face à moi paraissait exténuée. Durant quelques secondes, aucun mot n'a été prononcé. Puis, elle s'est effacée. Entre. Le logement était propre mais dépouillé. Un canapé, une table, quelques clichés encadrés. Rien de plus. Son quotidien avait manifestement changé. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre. Le silence s'est prolongé. Finalement, Karen a rompu la glace. Pourquoi es-tu là? C'était une bonne question. Je n'en étais pas tout à fait sur moi-même. Peut-être parce que Robert serait venu. Peut-être parce que j'en avais assez d'être en colère. Peut-être parce que la vie semble plus brève à 67 ans qu'à 27 ans. Sans doute pour ces 3 raisons à la fois. Je voulais comprendre. Karen a eu un rire amer. Comprendre quoi? Pourquoi? Ce seul mot a semblé la toucher plus durement que n'importe quelle récrimination. Un instant, elle a détourné les yeux. Puis, ses larmes ont coulé. Ses premières larmes sincères depuis le début de cette affaire. Pas des larmes d'audience, pas des larmes destinées à apitoyer, mais de vraies larmes. De celles que l'on verse lorsque l'on est enfin trop lasse pour continuer de mentir. C'est alors que, peu à peu, la vérité est apparue. Non pas celle des textes de loi, mais la vérité du cœur. Karen n'avait pas agi par haine, mais par envie. Pendant des décennies, elle avait comparé son existence à la mienne. Ses relations, ses finances, ses opportunités, sa réussite. Tout avait fait l'objet d'une comparaison. Tandis que Robert et moi bâtissions un foyer solide, elle se débattait dans les difficultés. Alors que nous épargnions, elle accumulait les dettes. Notre mariage tenait bon quand le sien volait en éclats. Chaque année qui passait creusait le fossé, et nourrissait son amertume. Ça ne devait pas aller si loin, a-t-elle murmuré. J'ai failli sourire, toutes les catastrophes commencent par ces mots. Je me répétais que je faisais cela pour Dylan. Mais ce n'était pas le cas. Elle a hoché la tête avec lenteur.
Non. Pour la première fois, elle me semblait sincère. Je l'ai fait pour moi. Cet aveu a semblé la libérer d'un fardeau. Des années de rancœur, d'excuses fallacieuses et d'accusations s'évanouissaient d'un seul coup. Durant un long moment, nous sommes restés là en silence. Deux sœurs vieillissantes, confrontées aux conséquences de choix accumulés sur des dizaines d'années. J'ai fini par prendre des nouvelles de Dylan. Karen a baissé les yeux. Il ne me parle presque plus. Cette réponse m'a peiné, car j'en comprenais parfaitement la raison. La confiance exige des années pour s'établir, quelques minutes pour se détruire, et toute une existence pour se reconstruire. Avant de prendre congé, je lui ai tendu une carte de visite. Elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Un thérapeute familial. Karen a paru stupéfaite. Tu m'aides? Je me suis levé. Je t'offre une occasion de réparer les choses. Elle a contemplé le carton, interdite. Puis, je lui ai remis une autre enveloppe. Celle-ci contenait les éléments pour l'inscription à une bourse d'études supérieures. Ce n'était pas de l'argent pour Karen, mais pour Dylan. Une chance pour lui d'aller de l'avant, de construire quelque chose de plus digne que ce gâchis. Les larmes ont à nouveau mouillé ses yeux. Pourquoi? J'ai souri tristement. Parce qu'après toutes ces épreuves, j'ai enfin compris l'essentiel, la meilleure des vengeances ne consiste pas à voir souffrir les autres, elle réside dans le refus de leur ressembler. Le premier indice de notre reconstruction est apparu 6 mois plus tard. Sans excuses théâtrales, sans grande réunion de famille, juste par un coup de téléphone tout simple. Est-ce que tu aimerais déjeuner avec moi? C'était Karen. Durant un instant, j'ai songé à décliner. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et les anciennes blessures mettent encore plus de temps à se refermer. Mais l'existence sait nous inculquer de rudes leçons avec les années. L'une d'elles est que l'orgueil n'arrange jamais rien. J'ai donc accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant de quartier, à mi-chemin de nos domiciles respectifs. Le restaurant même où nos parents nous emmenaient dans notre enfance. Le décor n'avait guère changé. Les banquettes étaient élimées, le café était corsé, et les serveuses continuaient d'appeler tout le monde « chérie ». Karen était en avance. À mon entrée, elle s'est levée. Pendant une fraction de seconde, j'ai revu la petite sœur de mes souvenirs. Non pas la femme du tribunal, ni celle de mon Porsche, mais simplement ma sœur. Les épreuves l'avaient assagie. Par certains côtés, c'était triste à constater, mais par d'autres, c'était une étape indispensable. Nous avons discuté pendant près de 2 heures. Non pas du procès, ni de la succession, ni des mensonges. Nous avons évoqué des sujets du quotidien, de petits soucis de santé, le jardinage, la météo, la retraite. Le genre d'échange que l'on a lorsque l'on est enfin fatigué de se disputer. Finalement, elle a baissé les yeux vers sa tasse de café. Je te dois des excuses. J'ai attendu. Non pas que je doutasse d'elle, mais parce que certaines confessions exigent du temps pour s'exprimer pleinement. Je t'ai fait du mal. Oui. J'ai blessé Robert. C'est vrai. Des larmes ont perlé dans ses yeux. Et j'ai fait du mal à Dylan. C'était la première fois que je l'entendais formuler cette idée. La première fois qu'elle assumait l'entière responsabilité de ses actes. Sans chercher de prétexte, sans explications inutiles, sans rejeter la faute sur autrui. Juste de la sincérité. J'ai acquiescé, c'est vrai aussi. Le silence qui s'en est suivi n'avait rien de pesant. Il était salutaire. Et la sincérité était précisément ce dont notre famille avait le plus cruellement besoin. Au cours des mois suivants, la situation s'est doucement modifiée. Mes parents ont repris le chemin de ma maison. Au début, les rencontres étaient malaisées, très malaisées. Il y avait des silences interminables, des propos pesés, des sujets tabous que chacun contournait, mais peu à peu, la gêne s'est estompée. Un après-midi, mon père m'a proposé de m'aider à réparer une section de la clôture à l'arrière de la maison. Il ne s'agissait pas réellement de la barrière, nous le savions tous les deux. C'était sa manière de formuler des regrets. Mon père appartenait à cette génération qui exprime son attachement par des actes plutôt que par des discours. Nous avons donc consacré tout un samedi à remplacer des piquets. Aucun de nous deux n'a fait allusion au procès. Aucun n'a prononcé le nom de Karen. Au terme de la journée, alors qu'il s'apprêtait à ranger ses affaires, il s'est immobilisé près de sa camionnette. J'aurais dû te faire confiance.
Ce n'était pas un long discours. Juste une phrase. Pourtant, elle valait tout l'or du monde. Quelques semaines après, ma mère s'est excusée elle aussi. Ses larmes ont coulé rapidement, ses regrets s'exprimant sans détour. À 79 ans, elle venait de comprendre une vérité ardue, soutenir son enfant ne consiste pas toujours à abonder dans son sens. Parfois, l'amour véritable exige d'ouvrir les yeux sur la réalité, même si c'est difficile, et surtout si c'est douloureux. Quant à Dylan, ses perspectives d'avenir se sont peu à peu dégagées. Grâce au programme de bourse, il a pu s'inscrire à l'université locale. Il a travaillé d'arrache-pied, bien plus que la plupart des jeunes de son âge. Peut-être que les difficultés l'avaient fait mûrir. Peut-être que l'embarras l'avait stimulé. Sans doute un peu des deux. Quoi qu'il en soit, il a commencé à se bâtir une existence bien à lui, loin des conflits qui avaient bien failli gâcher sa jeunesse. Un jour, il est venu me rendre visite. Nous nous sommes installés sur le porche, la même où cette histoire avait débuté. Le même porche, les mêmes rocking chairs, le même paysage, et pourtant, tout semblait transformé. Il paraissait intimidé. Finalement, il s'est éclairci la gorge, je tenais à vous remercier. Tu ne me dois aucun remerciement. Si, je vous en dois. J'ai souri. Mais non. Il a détourné les yeux. J'ai cru à des mensonges. Ce n'était pas de ta faute. J'aurais dû chercher à en savoir plus. J'ai secoué la tête. Dylan, quand les adultes mentent, il est bien naturel que les enfants leur fassent confiance. Ce n'est pas un manque de discernement de ta part. C'est simplement humain. Ses épaules se sont relâchées. Pour la première fois, j'ai vu de l'apaisement dans son regard. Cela m'a apporté plus de joie que n'importe quelle victoire juridique n'aurait pu le faire. Quelques mois plus tard, notre paroisse a organisé une cérémonie en hommage aux anciens combattants de la région. Ce fut l'occasion d'annoncer la création d'un nouveau programme de bourse d'études, la bourse commémorative Robert Parker, destinée aux familles de militaires et aux jeunes poursuivant des études supérieures. Des vétérans, des voisins, des paroissiens étaient là. Karen, mes parents, ainsi que Dylan s'étaient joints à l'assemblée. Debout derrière le pupitre, en contemplant l'assistance, j'ai compris une chose. La maison n'avait jamais constitué le véritable héritage. L'argent non plus. Les placements fiscaux ou les actes notariés non plus. Le legs authentique que Robert laissait derrière lui était d'une toute autre valeur, la force de caractère, la probité, la patience, la rigueur, la droiture. C'était cela qui lui survivait. C'était cela qui continuait d'orienter nos vies, bien après sa disparition. Une fois la célébration terminée, j'ai pris la route, seul, vers le cimetière militaire. Le soleil commençait à décliner, étirant sa lumière dorée sur les alignements de stèles blanches. Tout n'était que calme. J'avais apporté un petit bouquet de fleurs, tout simple. Robert n'avait jamais aimé les choses pompeuses. Je me suis arrêté devant sa tombe. Pendant quelques instants, je suis resté là, pensive, me remémorant nos souvenirs, déplorant son absence. Puis, j'ai souri. Tu m'as protégé une dernière fois, ai-je murmuré doucement. Le vent a soufflé dans le feuillage, et, d'une certaine façon, cela m'a semblé être une réponse. J'ai contemplé son nom gravé dans la pierre. Puis, j'ai repensé à tout le chemin parcouru, les calomnies, le procès, la trahison, le pardon, la réconciliation. C'est alors que m'est apparue une leçon qui pourrait s'avérer utile à quiconque prend connaissance de ce récit. Si vous avez des proches, veillez à tenir vos dispositions successorales à jour. Mettez à l'abri les personnes qui vous sont chères. Classez vos documents officiels. Ne présumez pas que chacun se comportera de manière intègre une fois que vous ne serez plus là. Se préparer est une véritable marque d'amour. Mais il y a un autre enseignement à en tirer. Ne laissez jamais les questions matérielles l'emporter sur la droiture. Un héritage peut consolider une lignée ou bien la déchirer. La différence ne tient pas au terme d'un testament, elle réside dans le cœur de ceux qui en prennent connaissance. Et si vous avez déjà subi la trahison, la déception, ou la blessure infligée par un être de confiance, gardez bien ceci à l'esprit, la vérité prend parfois son temps, mais elle finit toujours par se faire jour. Et lorsqu'elle éclate enfin, faites en sorte qu'elle amène la sagesse, plutôt que le ressentiment. C'est ce que Robert m'a enseigné, ce qui a permis de préserver notre famille. C'est aussi ce que j'espère que vous retiendrez, bien après que ces lignes se seront effacées.
Si ce récit a trouvé un écho chez vous, accordez-vous un moment pour penser aux personnes qui comptent le plus à vos yeux. N'hésitez pas à transmettre ce témoignage à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si vous souhaitez découvrir d'autres parcours axés sur le courage, la réconciliation familiale, et la force face aux rudes épreuves de l'existence, nous serions ravis de vous compter parmi nous.